On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast avec une écrivaine, une écrivain, comment tu préfères dire? Ça m'est égal, comme tu veux. Et donc tu es toute jeune. Ouais. Je précise que je te tutoie, non pas parce que je te connais depuis longtemps, mais parce que effectivement tu es jeune. J'ai du mal à vous voyer les jeunes femmes ou les jeunes hommes. Donc, et on s'est connus, on s'est rencontrés lors d'un salon littéraire en banlieue, un petit salon sympathique où il y avait une bonne ambiance. Ah ouais. Et donc tu publies ton premier roman, tu as publié ton premier roman il y a quelques semaines, quelques mois, Ouais. qui s'appelle Anatole Bernoulli a disparu. Voilà, Anatole Bernoulli a disparu. Et déjà, on comprend dans le titre qu'il y a quelque chose d'original, et surtout quand on voit la couverture avec une espèce de carte de Paris un peu rose, Ouais. avec des noms de lieux, où on croit au début que ce sont des stations de métro, mais non, c'est des lieux, C'est des noms de rues. des noms de rues même, et qui ont une particularité. Eh bien, ils ne contiennent pas la lettre E dans leur nom. Voilà. Donc, ce sont que des rues dépourvues de E. Et donc ça a un lien direct avec le livre, mais on va pas le divulgacher, on va laisser nos auditeurs le découvrir. Ouais. Alors ça pourrait être simplement un polar, mais ça n'en est pas un. Ça pourrait être un livre un peu surréaliste, un peu oulipien, ça en est un, mais c'est pas que ça. C'est, bon, j'ai pas peur de dire, c'est un petit bonbon, quelque chose qui pour un premier roman, c'est assez étonnant. T'as pris des risques, tu as pris des risques avec ton écriture. Est-ce que tu l'as vu comme ça? Non, à vrai dire, je crois que quand je l'ai écrit, j'avais pas tellement de recul sur ce que j'étais en train de faire. L'essentiel pour moi, c'était d'écrire un texte qui m'amuse déjà, moi-même. C'est la première étape. Et de faire quelque chose d'un peu... oui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu astucieux, d'un peu ludique aussi pour le lecteur. De garder un peu une forme de légèreté. Puis quand on écrit un premier roman, en fait, on s'imagine pas vraiment qu'il va être lu, parce qu'on sait très bien que c'est un peu le parcours du combattant pour être édité, donc on n'a aucune... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas de pression, j'imaginais pas l'étape d'après, l'édition, j'imagine pas parler de mon livre dans un podcast comme aujourd'hui, donc en fait, j'ai été très libre quand je l'ai écrit, et c'est pour ça peut-être que j'ai pu prendre des risques aussi. Et alors tu parles de parcours du combattant pour être édité. Toi, tu as connu un parcours du combattant avec ce livre? Bah non, alors là, je me contredis moi-même, c'est ma spécialité. Alors moi, j'avoue que j'ai pas vécu ça. J'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est passé de façon quasi idéale. J'ai terminé le manuscrit, j'ai préparé une dizaine d'enveloppes pour des éditeurs dont je connaissais bien le travail, dont je connaissais bien le catalogue et qui me semblaient pouvoir publier ce genre de texte. J'ai posté le manuscrit et en fait le dilettante, donc mon éditeur m'a répondu très très vite et je m'attendais à passer des mois d'atermoiement devant ma boîte aux lettres, etc. Et j'ai pas eu à traverser tout ça. Donc je pense que je suis un peu une exception. Mais Est-ce que tu sais qu'il y a un concours chaque année qui élit le bouquin qui est arrivé par la Poste? Je crois que d'ailleurs c'est la Poste qui fait ce prix littéraire. Donc tu pourrais peut-être concourir, je ne sais pas si c'est trop tard, mais en tout cas il y a un prix comme ça qui est remis au premier roman qui a été édité en étant arrivé par la Poste. Ok. Ah, mais non, je ne savais pas du tout. Je savais qu'il y avait un prix pour les romans qui avaient été refusés le plus grand nombre de fois. Donc, parce que parfois les éditeurs font des erreurs, j'imagine que ça arrive. Mais, oui, ça arrive souvent. Et même à toutes les époques. Ouais. On sait qu'Émile Zola, par exemple, il y a certains de ces manuscrits qui ont été rejetés par tous les éditeurs avant qu'il y en ait un au final qui accepte de... Et quand on sait le parcours, l'histoire de Zola, voilà, c'est... C'est le cas de Beckett aussi, qui s'est fait refuser partout. C'est clair. Je me demande même si Modiano... Non, peut-être pas Modiano, mais enfin bon. En tout cas, c'est courant. Mais alors, tu es devenu, aujourd'hui on peut dire écrivain, mais je pense que tu ne me démentiras pas. Tu te sentiras vraiment écrivain quand tu auras édité le deuxième livre, le deuxième roman. Si c'est un roman. Oui, enfin même quand... Non, toujours pas. Il faudrait que je sais pas, il en faudrait des centaines peut-être pour que je me sente un peu plus légitime, à vrai dire. Mais puis, en fait, l'étiquette m'importe peu. J'ai écrit un livre, j'en ai écrit un deuxième. C'est ce qui compte pour moi, dire je suis comme ci ou comme ça, je sais pas. Mais alors, à côté de ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vivre de sa plume, c'est... Ouais. Sauf quand on est un best-seller comme Amélie Nothomb ou d'autres, pendant qu'on entend les cloches de l'église juste à côté. Tu vis de quoi? C'est quoi ton parcours? Je vis d'expédients aujourd'hui. Non, en fait, mon parcours... il se trouve que j'ai fait des études de cinéma puis d'anthropologie, sans que les deux aient grand rapport, mais c'est aussi un peu ma spécialité de prendre des
des routes un peu sinueuses plutôt que la ligne droite. Et donc après mes études d'anthropologie, j'ai entamé une thèse sur les marabouts de Paris, et ça a un lien aussi avec mon livre, mais cette thèse, j'ai pas pu la mener jusqu'au bout parce que le sujet n'avait pas été jugé très très sérieux par mes pairs, et donc c'était très dur en fait d'obtenir des financements pour faire cette recherche. Donc j'ai travaillé à côté, et notamment pour un magazine qui s'appelait Books et qui parlait de livres parus à l'étranger. Et donc j'ai commencé par travailler un peu ponctuellement pour ce journal, puis de plus en plus régulièrement jusqu'à être embauchée. En fait, j'ai travaillé pendant quasiment 7 ans pour ce magazine, jusqu'à ce qu'ils mettent la clé sous la porte il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et donc toute la rédaction a été licenciée et je me suis retrouvée au chômage, et donc avec beaucoup de temps libre, d'où l'écriture de ce livre, dans des conditions, on va dire, relativement confortables, parce que j'avais quand même le chômage, j'avais un filet de sécurité. Et voilà, donc cette époque bénie est révolue, puisque maintenant il faut que je reprenne un peu du service. Donc là, je suis en train de reprendre doucement. Là, je travaille dans la presse, donc comme secrétaire de rédaction, principalement, ou comme correctrice aussi pour différents titres de presse. Je travaille un peu pour le portail Kern aussi, ponctuellement. Voilà, donc je jongle entre différents trucs, l'objectif étant de se garder du temps libre pour essayer d'écrire. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Oui, tout à fait. Très compliqué de trouver du temps libre quand on travaille à côté. Surtout quand on travaille dans la presse. Oui, en fait, moi... Je suis bien passé pour le savoir. Oui, c'est ça. En fait, je passe quand même ma journée à malaxer des mots, à corriger des textes, à en relire, etc. Donc... c'est difficile de garder de la disponibilité d'esprit pour ses propres textes, quoi. Quand on a la tête déjà farcie d'articles, en plus de choses parfois un peu pointues, on se sent un peu essoré, quoi, à la fin de la journée. Donc c'est dur de se dire, allez, je me remets à mon ordinateur. Et le Dilettante ou un autre éditeur t'a pas proposé de faire partie du comité de lecture ? Non, mais peut-être que ça leur donnerait une bonne idée. J'espère qu'ils écouteront le podcast. Non, j'y ai même pas pensé, à vrai dire. Alors, on va attaquer le questionnaire. Bon, juste une petite précision avant d'attaquer le questionnaire. Tu viens du Sud. Non pas parce que tu aimes Chimène Badi, ni Michel Sardou, mais tu viens du Sud, exactement de Cannes, je crois. Oui, enfin, je suis née à Cannes. Ouais. Tu es née à Cannes, et ta famille est là-bas encore. Oui. L'essentiel de ta famille est là-bas. Oui. Et donc, ça a une influence sur ton écriture ou sur ta vie ? Sur mes goûts musicaux. Ah, pourquoi ? Non, pour Chimène Badi. Ah. Oui, comment dire, évidemment que ça a une influence dans le sens où mon milieu d'origine, le contexte socio-culturel de ma famille est, je pense, déterminant pour mon écriture, mais pour tout le reste, c'est le cas de tout le monde, je crois. Mais oui, j'ai une proximité avec cette région. Là, j'en reviens d'ailleurs. J'ai passé quelques jours là-bas. Et j'aime d'ailleurs les écrivains qui... Par exemple, j'aime L'été de Camus. J'aime aussi les écrivains qui parlent de cette région où on sent la chaleur. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, les odeurs de pinède, les choses comme ça. Camus, il parlait surtout de l'Algérie et un petit peu de Lourmarin qui est quand même assez au nord par rapport à Cannes. Après, la famille de mon grand-père était pied noir au Maroc, donc toute ma famille, mes grands-parents ont grandi au Maroc, ils sont rentrés à 25 ou 26 ans en France, dans le sud de la France. D'accord. Et, donc ça fait partie aussi de l'imaginaire familial. Et juste dernière précision par rapport à ton livre. Évidemment, quand on lit, on voit qu'il y a une espèce de jubilation à utiliser certains mots, certaines tournures de phrases, à faire de l'humour avec, même des fois involontaire, je pense, parce que j'ai repéré quelques trucs qui sont... Ah oui. Voilà. Et donc, d'où te vient cet amour des mots ? Et on en parlera un petit peu dans le questionnaire, cet amour des mots, et je dirais cet aspect un peu oulipien, si tu me permets, de ton écriture. L'amour des mots, c'était d'abord l'amour des livres, je pense. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait des livres. Il y avait une bibliothèque dans le salon. C'était tacite que j'avais accès à ces livres, que je pouvais les prendre, je pouvais lire ce que j'avais envie de lire. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque quand j'étais enfant, je me rappelle, c'était une fois par semaine, et j'avais le droit de prendre 3 ou 4 bouquins, et à chaque fois, je passais des heures, c'était infernal pour ma mère, parce que je voulais vraiment pas me tromper, j'ai l'impression que c'était très déterminant, quoi, si je repartais avec les mauvais livres. Et donc, j'ai eu cette habitude-là, et en fait, c'est un truc qui m'a pas quittée. Et l'amour des mots, c'est marrant, j'y repensais dernièrement, en fait, quand j'étais enfant, les gamins font souvent des collections.
J'avais des amis qui faisaient des collections de capsules de bière, bizarrement, à 6 ans. Et moi, j'avais une collection de livres, de mots. J'avais un carnet où je notais des mots qui me semblaient rares, un peu comme on... Ah oui, tu me fais signe, toi aussi. Voilà, et donc j'ai arrêté de faire ça, je pense, quand j'avais eu une dizaine d'années. Mais ça montrait déjà que j'avais une volonté d'inventaire, un peu, que j'ai gardé parce que ça m'amuse dans le livre, par exemple, d'utiliser quelquefois des mots un peu inusités ou de travestir le sens de certains mots. Oui, ça se sent vraiment et ça se voit. Pauline, oui. Si je te demande comme ça, spontanément, de me donner ta définition du bonheur, tu me dirais que c'est quoi le bonheur? Oh là, c'est là que je me dis que j'aurais dû préparer un peu. Bah non, justement. Pour moi, le bonheur, c'est peut-être choisir, avoir cette liberté-là. Moi, j'ai l'impression que j'essaye à chaque fois de faire ce qui me chante et de pouvoir le faire, de réunir les conditions nécessaires pour le faire. Et moi, je suis très malheureuse dans la contrainte. Ou alors, si c'est une contrainte choisie, par exemple, on parlait un peu de l'Oulipo tout à l'heure, parfois, s'imposer une contrainte, ça crée de la liberté, parce que du coup, on s'impose quelque chose et on réfléchit à comment est-ce qu'on peut écrire tout en tenant compte de cette contrainte. Ça nous permet d'être créatifs, ça permet de sortir des choses vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. Mais si c'est une contrainte vraiment absurde et arbitraire, là, moi, je suis très très malheureuse, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu bifurqué dans mes études aussi, parce que j'ai besoin de faire les choses pleinement, quoi. Donc on résume, c'est la possibilité de faire un choix et la liberté. Ouais, et là, on peut peut-être dire un petit mot par rapport pour revenir un petit peu à ton livre, en disant que quelque part, c'est aussi un hommage à Georges Perec, qui avait fait La Disparition. On rappelle que La Disparition, c'est un livre où la lettre E a été gommée de l'intégralité de l'ouvrage, ce qui est assez prodigieux parce que la langue française est bourrée de mots avec le E, c'est même une des lettres, la lettre la plus utilisée. Ouais. Et donc, sans dire ce qu'il y a exactement dans le livre et dans l'intrigue, voilà, il y a de ça, il y a un hommage à Georges Perec qui effectivement disait aussi qu'il trouvait sa liberté dans certaines contraintes. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait non, puisque la contrainte crée de la liberté. C'est-à-dire que du coup, on va s'autoriser des choses, on va s'autoriser une syntaxe peut-être un peu différente, etc. Mais parce que la contrainte, on l'a choisie, on l'a déterminée à l'avance, et elle ne nous est pas imposée de l'extérieur. Je crois que ça fait quand même toute la différence, quoi. Si je te demande quel souvenir heureux de ton enfance, qui n'est pas si lointaine, remonte spontanément à la surface, tu me réponds quoi? Oh, oui, je sais pas, je pense que ce sont plutôt des souvenirs de bord de mer, en fait, pour rester dans le cliché de la fille du Sud. Mais en fait, les premiers bains de l'année, je crois que c'est un souvenir assez marquant. À la fois le premier bain de mer de l'année, on allait à la plage avec mes frères et sœurs, et ma mère, parfois mon père aussi. Et aussi les souvenirs de ces étés vraiment qui semblaient s'étirer parce qu'il y a 2 mois de vacances, le temps semble un peu ralenti. Et nous, on avait une maison mes grands-parents avaient une maison à Mougins, donc, et mes cousins parisiens venaient, et donc on passait l'été à la piscine, jouer parce qu'il y avait plein d'arbres fruitiers. C'était une sorte d'Éden pour des gamins, quoi. On était 5 cousins, et oui, c'est peut-être ces souvenirs d'été comme ça qui me reviennent spontanément. Je te demande maintenant, c'est quoi le livre, le film, ou la pièce de théâtre, ou bien la chanson, ou un auteur qui t'a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Si tu devais en citer un, mais si un est trop compliqué, tu peux en citer 2-3. Ouais, je vais en citer 2-3, je pense. J'ai l'impression que les films m'ont moins marqué que les livres, à choisir entre les deux, parce que pourtant je suis très cinéphile, comme je te disais, j'ai fait des études de cinéma, mais je me rends compte qu'en fait les films me marquent beaucoup moins durablement. Déjà, j'ai une mémoire terrible, c'est-à-dire que je peux voir un film que j'aime beaucoup en plus, et 1 an plus tard, j'ai du mal à résumer l'intrigue, alors que les livres, c'est vraiment différent. J'ai l'impression qu'ils s'impriment. Je sais pas si ça
a trait au fait qu'on est plus actif dans la lecture et surtout c'est sur une plage de temps un peu plus longue que la durée déterminée 1h30, 2 heures d'un film. Donc j'ai des souvenirs beaucoup plus marquants des livres, et si je devais choisir, je pense que je prendrais des auteurs plutôt que des livres séparés. Je dirais peut-être Kafka à l'adolescence, où je sais pas, j'avais l'impression que j'avais jamais lu ça, quoi. C'était un univers qui était complètement, qui m'était étranger, en même temps dans lequel je me sentais assez à l'aise, parce que quand on sort de l'enfance, on garde une part un peu des choses qui sont pas parfaitement vraisemblables et qu'on continue à tenir pour vraies. Et donc en rentrant dans les livres de Kafka, j'ai l'impression que je prolongeais quelque chose. Et aussi le fait qu'il soit si sombre et si drôle à la fois, pour moi c'était une découverte, parce que j'avais l'impression qu'il fallait sans cesse choisir. Moi-même j'ai pas du tout l'esprit de sérieux, mais je suis pas tout le temps dans la légèreté, donc là de voir quelqu'un qui arrive à tenir les deux à la fois, le fait que ce soit là, moi je ris parfois en lisant Kafka. Et donc je dirais Kafka, et je dirais aussi Beckett, que j'ai découvert plus tard par hasard. Et là j'étais un peu comme ensorcelée, quoi, pendant quelques semaines, quelques mois. Je sais plus par lequel j'ai commencé, mais après je me suis dit il faut que je lise tous ces livres. Et en plus je suis un peu obsessionnelle, c'est-à-dire que quand je découvre un auteur que j'aime vraiment, il faut non seulement que je lise tous ces livres, mais il faut que je les lise dans l'ordre de parution. Donc du coup, j'ai fait vraiment à la fois théâtre et roman scrupuleusement dans l'ordre, et en ne lisant que ça. C'est-à-dire que vraiment, ça a été un bain de Beckett qui a duré 1 mois. Et je suis sortie complètement médusée de ces lectures. Et c'était aussi un peu mortifère, parce que ça m'a très inhibée pendant longtemps, quand j'avais l'impression en lisant ça que ça y est, c'était plié, il n'y avait plus rien à ajouter, quoi. Donc ça a été une découverte très marquante, et en même temps je pense qu'il m'a un peu bloquée, ouais, pendant une année ou deux. Et tu as préféré le théâtre ou les romans de Beckett ? Je crois que j'ai préféré les romans. Tu partages ça avec Grégoire Bouillet qui nous a répondu ça aussi dans son interview. Ouais. Ah ouais, j'adore les romans Beckett. Et Kafka, le fait qu'aujourd'hui, on a fêté il n'y a pas longtemps son bicentenaire, et que, enfin je crois que c'était son bicentenaire, parce que ça peut pas être son centenaire. Ouais. Ou alors le centenaire de sa mort, non, je sais plus, bicentenaire. Enfin bon, je me rappelle plus la date exacte. Avec à la fois beaucoup de livres sur lui, un peu certains géographiques, et aussi des livres très critiques, voire carrément un peu nauséabonds, le jugeant à travers le prisme de ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà. Je parle même pas de la saillie de Faiz Hagen sur une émission littéraire à la télé. Voilà, toi ça t'a donné envie de relire Kafka, et si oui, quel est le roman que tu as préféré chez lui ? À vrai dire, moi, je suis imperméable à ça. Imperméable à quoi ? Aux critiques ? Aux critiques, c'est-à-dire que je lis, par exemple, je peux adorer un auteur, je vais jamais lire sa biographie par quelqu'un d'autre, quoi. Je vais lire son journal, par exemple, j'ai adoré lire le journal de Kafka, mais à vrai dire, il me viendrait pas trop à l'idée d'aller lire une biographie par un universitaire sur Kafka. C'est pas toujours des universitaires, d'ailleurs. Oui, aussi. C'est des gens pas forcément très... Voilà. Très recommandables. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'un livre de groupie ne fait pas un livre ni d'historien, ni de critique littéraire, quoi. Oui, puis moi je fétichise pas non plus l'auteur, c'est-à-dire que j'aime leurs livres, mais par contre de savoir tous les détails de leur vie, j'ai pas ce côté-là, de groupie. Donc là, j'ai pas du tout suivi ce qui s'était dit à l'occasion de cet événement-là. Par contre, je le relis de temps en temps. Et c'est quoi ton livre favori alors de lui ? Je sais pas, j'allais dire Le Château, un peu comme tout le monde, mais en fait, il y a une nouvelle que j'adore, qui est pas très connue. Je sais plus dans quel recueil elle est d'ailleurs. Elle s'appelle Le Terrier. Je sais pas si tu la connais. Non, je la connais pas. Elle est vraiment merveilleuse. C'est l'histoire d'un type. On sait pas bien qui c'est, si c'est vraiment un homme, si c'est pas aussi une forme d'animal, et qui creuse pour se créer un terrier parfait. Et donc, on sent au fur et à mesure du texte qu'il est complètement névrosé, et que donc il crée son terrier de manière à ce qu'il soit à la fois pratique pour s'en échapper, en même temps que ce soit une vraie cachette pour lui. Et on sent que toutes ces pensées sont tournées vers ce terrier, qui est un peu sa finalité, et que ce type est en train de basculer un peu dans la folie et de créer son propre enfermement, quoi. Et oui, cette nouvelle, je l'ai trouvée vraiment... elle est très, très courte, elle est hyper efficace.
Et moi, parfois, j'ai l'impression de creuser mon propre terrier, donc peut-être que ça fait écho avec certains trucs, mais vraiment, je la recommande, c'est à l'occasion. De quoi ne voudrais-tu jamais te passer, jamais te priver, sous-entendu pour être heureuse? Oh, bah là, c'est facile, de livres, c'est sûr. Ça reste ton grand amour dans la vie, c'est les livres. Ah oui, et de me dire que j'aurai toujours quelque chose à lire, c'est vraiment une source de réconfort pour moi. J'ai toujours acheté beaucoup de livres. J'ai des revenus très modestes, mais tout passe en bouquin. Là, heureusement, pourtant, ta maman t'a amené à la bibliothèque. Donc et voilà, c'est ce que je dis. Heureusement qu'il y a des bibliothèques aussi à Paris, et plein de bibliothèques aussi spécialisées, géniales. Je vais vous montrer 4 cartes de bibliothèques différentes. Et je passe pas mal par la bibliothèque aussi. Déjà pour trouver des trucs qui sont pas forcément réédités. Et puis parce que ça permet aussi d'essayer de lire des choses. On n'a plus la pression de l'achat financier, on se dit pas mince, est-ce que si ça me plaît pas, j'ai acheté ce bouquin. Bon, là, je peux aller au petit bonheur la chance, essayer de découvrir des auteurs en toute liberté. Alors il y a une écrivaine qu'on a interviewée dans le podcast qui s'appelle Caroline Bongrand qui nous disait qu'elle était atteinte du syndrome de Tsundoku. Je ne sais pas si tu connais ce syndrome, qui consiste à acheter plein de bouquins, à en lire quelques-uns, mais à les stocker. Alors elle les stockait, je crois, devant son lit ou un truc comme ça. Est-ce que tu es sujette à ce syndrome? Oui, parce qu'il faut toujours que j'ai des livres d'avance. Parce que une grande inquiétude pour les bibliovores, c'est se retrouver à court de livres. Donc du coup, j'ai toujours au moins 4 ou 5 bouquins d'avance chez moi. Pareil, quand je me déplace, il faut toujours que j'ai des livres avec moi et que j'ai du choix. Alors c'est un enfer pour mon entourage quand on part en vacances parce que je trimballe 10 bouquins avec moi alors que je vais en lire 2 ou 3 sur les 10. Mais parce que je veux pouvoir choisir. Des fois, on n'a pas forcément envie de lire. Pourtant, ce livre, on sait qu'on va l'aimer, mais on n'a pas envie de le lire maintenant. C'est pas le bon moment pour telle ou telle raison. Et donc, du coup, moi, j'aime bien pouvoir, quand je termine un livre, fureter entre les étagères, me dire est-ce que je vais lire ça, plutôt ça, et choisir en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, de ma lecture précédente. Et je te confirme que c'est un enfer pour les autres parce que on parle du paradis ou plutôt du bonheur, c'est les autres dans ce podcast. Mais effectivement, là, quand on est un amoureux des mots et des livres, comme tu l'es et comme je le suis, c'est effectivement un enfer pour l'entourage. Parce qu'on est déjà limite en termes de kilos de bagages à emporter. Et on met plein de bouquins dans les valises. Et c'est ça qui pèse le plus lourd. C'est ce qui pèse aussi le plus lourd dans les déménagements. Ça rend dingue l'entourage. Oui, alors moi, il y a un intense lobby dans mon entourage pour la liseuse, mais j'arrive pas à m'y mettre. Plus. J'y arrive pas. J'étais récemment avec des amis, de nouveaux amis. Et ils avaient chacun une liseuse. Et je leur disais, mais comment vous faites? Moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas et je pensais que c'était une question de génération, mais tu as presque la moitié de mon âge et je vois que c'est la même chose pour toi. Oui, non, je n'y arrive pas, j'ai pas le plaisir de manipuler l'objet et puis surtout, je retiens beaucoup moins bien, je sais pas, ça s'imprime moins bien en moi parce que c'est sur un écran, parce qu'on voit pas la couverture du livre aussi. Je ne sais pas, mais c'est confirmé par les études. Lire à l'écran ne donne pas la même chose que lire sur du papier. Alors on peut avoir un plaisir à lire sur une liseuse, je dis pas le contraire. Bon, ça me touche pas personnellement ni toi, mais c'est sûr qu'en tout cas en termes même de compréhension et d'aptitude à redire ce qui a été écrit, c'est très compliqué l'écran. Et pourtant, toi comme moi, on travaille sur écran. A priori, quand tu travailles sur un manuscrit, tu es sur un ordinateur. Tu n'as pas la machine à écrire. non. Comme Bukowski. Voilà. Non. Alors, je ne vais pas te demander si tu es croyante, si tu es pratiquante d'une religion. Moi, ça ne m'intéresse pas. Comme je le dis depuis quelque temps, avec cette question récente, le rapport à la religion, c'est quelque chose de personnel pour moi, quelque chose d'intime. Mais par contre, je peux t'interroger sur ton rapport à la spiritualité, et même au-delà, à ton rapport à la mort, qui est évoqué d'ailleurs de manière assez drôle dans le livre, mais toi, en tant que Pauline Toulet, quel est ton rapport à la spiritualité, et peut-être avec l'au-delà, c'est un bien grand mot, mais en tout cas peut-être avec la mort. C'est drôle parce que j'avais la mort, c'est vraiment quelque chose...
C'était pour moi un concept très abstrait auquel j'avais jamais pensé. Ça me semblait très étranger. En fait, la mort, ça me concernait pas, quoi, globalement, il y a quelques années. Puis là, voilà, il y a eu quelques séries noires dans ma famille, donc forcément, ça s'est un peu concrétisé. Mais en fait, ça me hante pas du tout. Je suis assez tranquille avec l'idée de ma finitude. La vieillesse, c'est autre chose, mais la mort en elle-même, ça ne m'effraie pas plus que ça. Après, la question de la spiritualité. Bon, moi, j'ai grandi dans une famille catholique et je me suis assez éloignée de la religion à l'adolescence. Tu t'es éloignée de la pratique ou du dogme, si je peux me permettre? Des deux. Là, je suis pas croyante, mais par contre, la croyance m'intéresse, même la croyance des autres m'intéresse. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait de l'anthropologie, j'ai pris une spécialité, entre guillemets, anthropologie des religions, parce que la question de la croyance m'intéresse, parce que j'ai vu qu'elle avait un peu façonné ma famille, c'est aussi un héritage que j'ai. La question de l'irrationnel ou du rationnel aussi m'intéresse. C'est pour ça que j'ai aussi fait une thèse sur ces marabouts africains installés à Barbès, c'est qu'ils bousculent un peu il bouscule un peu nos croyances. La question du rituel aussi, pour moi, est fascinante, quoi. Mais pour autant, je ne crois pas être vraiment en recherche de transcendance, tu vois. Des fois, j'ai beau sonder mon cœur d'un ventricule à l'autre, je vois pas trop un résidu de transcendance. Je suis même un peu gênée par la façon dont c'est un peu réemployé dans tout le langage New Age qu'on voit aujourd'hui, où il y a une sorte de spiritualité un peu dévoyée qu'on voit un peu partout dans la littérature de développement personnel, et qui est en fait un peu reprise à des fins marketing. Et, voilà, donc moi je suis pas hyper à l'aise avec ça. On l'a dit tout à l'heure, tu es une amoureuse des mots. Mm-hmm. Et j'ai juste envie de te demander, c'est quoi le mot de la langue française que tu préfères, et ou le mot auquel tu penses là, à l'instant où on se parle là. En fait, c'est de la triche, parce qu'on m'a posé cette question-là, il n'y a pas longtemps. Ah oui? Donc forcément, je pense à ce mot que j'ai donné la première fois, alors que c'est pas nécessairement mon mot vraiment préféré, mais il en faut bien. J'avais dit filouterie, parce que déjà la sonorité m'amuse, et puis, oui, je crois qu'il faut être un peu filou, quoi, de temps en temps. Et j'ai découvert après que en fait, la filouterie, c'est dans le droit français, c'est le fait de quitter un établissement, un restaurant, un débit de boisson sans payer. Voilà, ce que je n'ai jamais fait, mais je tiens à le dire. Mais voilà, ça a une origine, on va dire, légale. Mais oui, filouterie, j'aime bien. Est-ce que tu as tendance à douter souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres ? Ah oui, non, mais j'ai tendance, c'est même pas tendance, je doute énormément d'abord de moi, surtout de moi en fait, mais de façon assez hyperbolique. Et oui, enfin là, tu vois, je suis déjà en train de me dire que je souscris à aucune des réponses que j'ai faites dans ton podcast, quoi. Je pourrais dire exactement l'inverse. Donc c'est pénible au quotidien en vérité, parce qu'on peut jamais poser un acte sans se dire, mais attends, est-ce que c'était vraiment... Donc oui, je doute beaucoup, et forcément, puisque je doute beaucoup de moi-même, je projette un peu sur les autres, et donc ça m'amène à douter aussi un peu des autres, mais de façon générale, je crois que les autres sont beaucoup plus fiables que moi. Donc oui, la réponse est oui, je doute de moi et des autres, mais plus de moi. Tu n'as pas rencontré beaucoup de filous alors dans ta vie Si, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Mais en fait, il y a un côté. J'ai l'impression qu'il y a un côté presque de hasard dans plein de choses qu'on fait. Et tu crois au hasard ? C'est marrant. En fait, j'ai eu une discussion de Noël d'ailleurs sur ça, où en fait on se disait est-ce que à la naissance tout est contenu en germe dans ton existence. C'est-à-dire que maintenant, on a étudié un peu les mécanismes, le fonctionnement du cerveau, on sait comment fonctionne. A priori, nos choix ne sont pas si libres que ça. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait, en prenant en compte tous les paramètres extérieurs, est-ce qu'à la naissance d'un individu, on pourrait savoir où il en sera dans 10 ans, 15 ans, quel choix il aura fait ?
Et en fait, la plupart des gens avec qui je parlais de ça me disaient que oui, qu'il y avait une forme... que si on était capable de calculer absolument toutes les probabilités de tous les micro-événements, si en prenant en compte toutes les données, on pourrait prédire. Mais simplement, comme c'est pas possible de faire ce calcul-là, il en reste qu'on a l'impression, en tout cas, heureusement, on a l'impression de faire des choix. Et on a l'impression qu'il y a du hasard. Moi, je préfère croire que le hasard existe plutôt que de me dire que tout est absolument... que tout se déroule selon un schéma préétabli, quoi. Sinon, c'est infernal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ce que tu me dis sur l'évolution personnelle, le fait que tout serait éventuellement calculé ou pas dans sa vie, ça me fait penser à une autre question que je voulais poser depuis un certain temps, que je vais inaugurer avec toi. Allez. C'est qu'est-ce que tu penses en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que française et en tant qu'auteur de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est plutôt une mauvaise chose, plutôt une bonne chose? Et est-ce que tu vois ça comme un outil ou tu vois ça comme une contrainte? On parlait de contrainte tout à l'heure. Comment tu vois l'intelligence artificielle? Est-ce que tu le ressens comme une menace ou au contraire comme une opportunité? C'est un peu, pour moi, je sais pas, j'ai un rapport un peu ambivalent, c'est-à-dire que moi j'ai pas été non plus dans la chat GPT mania qu'il y a eu quand ça a commencé vraiment à être accessible, etc. Là, en fait, je m'en suis servi que assez récemment, bizarrement. Mais par contre, j'ai vu l'influence de l'intelligence artificielle sur la traduction, parce que pour le magazine pour lequel je travaillais, je faisais notamment de la traduction de l'espagnol, et je corrigeais aussi tous les textes des correspondants qui, eux, traduisaient de toutes les langues de la planète. Et donc, leur boulot a été complètement bouleversé, en fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des traducteurs automatiques qui se sont raffinés, etc. Au point où, voilà, des fois, pour des textes très, très techniques, le traducteur automatique est quasiment indétectable. Moi parfois, je ne pouvais pas savoir si le correspondant avait utilisé ou non un traducteur automatique. C'était devenu vraiment invisible. Et moi-même, là, pour faire de la traduction, je m'en sers. C'est-à-dire que ça fait une très bonne base de travail. Je passe le texte dans le traducteur automatique. Et ensuite, là je vois qu'il va falloir... faire des aménagements, des corrections. Il y a des contresens. Pour l'instant, les traducteurs automatiques ne comprennent pas l'humour, le second degré, donc à chaque fois ça tombe à plat, etc. Donc il y a évidemment plein de choses qu'il faut corriger. Mais j'ai vu le développement de ces outils-là, parce que moi je m'en suis servi au quotidien pendant des années, et c'est indéniable que maintenant on obtient des résultats qui sont infiniment plus précis. Après... Et tu es plutôt fasciné, plutôt terrorisé, plutôt... Ou tu vois ça avec la tête froide et tu te dis... Moi, je suis pas terrorisée, mais peut-être que je le devrais. Là, en fait, ça m'amuse. Pour moi, c'est un outil assez ludique. Par exemple, je m'amusais à demander à ChatGPT s'il pouvait m'expliquer une bonne méthode pour disparaître sans laisser de traces, parce qu'il est question de disparition dans mon livre. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être que ChatGPT va me donner une super bonne idée, en tout cas, une erreur à ne pas commettre absolument. Et là, la réponse qu'il m'a faite était vraiment à mourir de rire, parce qu'il prenait des pincettes en me disant, mais vous savez, si vous avez vraiment envie de disparaître, il y a des solutions à vos problèmes, et puis pensez à la détresse émotionnelle que vous allez causer à vos proches. Ça, c'est fait exprès. Si tu lis le bouquin de Laura Siboni qu'on a eu dans le podcast qui s'appelle Fantasia, tu verras qu'elle parle de ça. Effectivement, il y a des biais, il y a des contraintes légales aussi, c'est que contre le suicide et compagnie. Mais je pense, par exemple, puisque tu es une écrivaine, je pense par exemple qu'un écrivain comme Romain Gary, qui avait déjà fait un avatar de lui-même en créant Émile Ajar, s'il avait connu l'intelligence artificielle et ChatGPT, aurait probablement fait un 3e livre en utilisant l'IA, et peut-être qu'il aurait gagné une 3e fois le goût. C'est possible. Non, mais c'est une plaisanterie, mais en tout cas, ouais. Donc tu le vois plutôt comme quelque chose pour l'instant, d'un outil utile, en tout cas, qui est devenu utile, qui ne l'était pas pour toi au début. Oui. Mais tu n'es pas plus terrorisé que ça. Utile et inquiétant aussi, parce que par exemple, c'est ce qu'on disait, c'est les traducteurs. Les traducteurs, maintenant, c'est très inquiétant pour leur travail.
Mais toutes les professions intellectuelles. Exactement. Mais même les éditeurs, je crois que là, les éditeurs sont submergés de textes écrits avec l'intelligence artificielle. Et pas que les éditeurs. Amazon en reçoit tous les jours, au point qu'ils ont été obligés de bloquer à 3 livres par auteur et par jour. Tellement ils recevaient souvent, malgré tout, c'est de piètre qualité. Mais ça prend du temps, c'est sûr. Mais les éditeurs, même s'ils le repèrent au premier coup d'œil... En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais ça leur prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même lire les premières pages du manuscrit, etc. Mais ceci dit, il y a des auteurs aussi qui l'utilisent. Alors peut-être que ça peut être utilisé de façon intelligente. Je pense à... C'est une autrice japonaise qui a eu l'équivalent du prix Goncourt au Japon. Je crois que c'était l'année dernière. Et qui a dit vraiment... ouvertement, en recevant son prix, que 10 à 15% de son texte avait été écrit par IA. Ce qui a un peu fait pousser les hauts cris parmi les membres du jury, mais en même temps, elle l'a dit, et je crois que c'est tellement une pratique courante maintenant que c'est un peu un vœu pieux de s'imaginer que c'est une barrière que les auteurs ne vont pas franchir, quoi. Revenons au questionnaire de base. Pour quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence ? Aucune indulgence. Le défaut de mes contemporains... Pour lequel j'ai le plus d'indulgence, j'ai beaucoup d'indulgence de façon générale, mais je dirais peut-être le narcissisme. Je ne m'attendais pas à ça, parce que ton héros, il a beaucoup de défauts, notamment il est procrastinateur, il est feignant, il est feignant, un peu feignant, il n'est pas sûr de lui-même, il est maladroit, il est gauche, il a plein de choses qu'on pourrait considérer comme des défauts. Mais qui sous ta plume sont plutôt des choses assez sympathiques. Finalement, le personnage nous est assez sympathique, mais je m'attendais pas au narcissisme. Alors explique le narcissisme. Non, parce que tu parles de complaisance, mais c'est simplement parce que tout est orchestré pour qu'on le soit, quoi. Donc, je veux dire, là, on est tellement incité à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à se considérer comme un potentiel à maximiser, exactement. On est devenu... on est notre propre finalité, quoi. L'individu doit se réaliser pleinement, etc. Et donc, dans ces conditions-là, et qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que c'est un langage, quoi, qui a infiltré partout dans la société, et on a beau s'en défendre, en fait, on baigne là-dedans. Et donc, c'est des idées qui sont pernicieuses et qui finissent par nous rentrer dans la tête. Donc je suis pas en train de célébrer le narcissisme, au contraire, ça m'horripile, mais je peux avoir je peux être complaisante avec ça chez les autres, parce que en fait c'est le produit de notre époque aussi, quoi. Et c'est vrai que les produits de notre époque, quand on les mesure, du selfie aux influenceurs, des profils type Léna Situation et compagnie, ou autres, parce que Léna Situation, elle a quand même un certain talent, mais d'autres n'en ont pas et se mettent en avant en permanence, face caméra et compagnie. En fait, on a dépassé depuis longtemps le fameux quart d'heure de célébrité de Andy Warhol. Voilà, je voulais voir, je voulais tester ta culture, et je sais que ta culture était énorme. Mais oui, on a dépassé depuis longtemps ce stade. Et donc tu as dit, moi je dirais bienveillante, compréhensive en tout cas. Ouais. J'essaye. De ça. Il faut. C'est invivable autrement. Parce que... Mais tu n'es pas narcissique toi-même. Hein. Je peux en attester. J'espère pas. Mais c'est... Parce que sinon, l'enfer, c'est les autres, pour le coup. Si on ne tolère pas ça, quoi. Qu'est-ce qui te rendrait optimiste pour l'avenir ? Dans un monde où, et particulièrement en France, qui est un pays extrêmement pessimiste, on est un des pays les plus pessimistes du monde, je le répète à chaque épisode, mais c'est ça entre autres qui m'a guidé à créer ce podcast. Qu'est-ce qui te rendrait optimiste pour l'avenir ? Waouh, franchement, je sais pas. Moi-même, je suis de nature assez pessimiste, malheureusement. C'est pour ça que tu aimes Kafka. Peut-être, mais je me complais pas dans le pessimisme, c'est-à-dire que je n'aime pas noircir volontairement le tableau, ressasser tout ce qui va de travers, et Dieu sait qu'il y a des choses qu'on pourrait épingler, mais par contre, disons que je suis peut-être optimiste individuellement et pessimiste collectivement, parce que quand on voit des initiatives individuelles
y a plein de choses enthousiasmantes, quoi, à l'échelle de l'individu. Et après, c'est au niveau du collectif où ça pêche, quoi, parfois. C'est au niveau du collectif où ça donne l'élection de Donald Trump, par exemple. Mais je sais pas, ce qui pourrait me rendre optimiste, vraiment, là, j'aurais du mal à te répondre. Sans me dédire immédiatement, quoi. Tu n'as pas d'enfant? Non. Tu souhaites peut-être un jour en avoir, mais tu n'en as pas, en tout cas. Et est-ce que tu penses que ça changerait ta vision de cette question? Je te demande de faire de la science-fiction, évidemment. Tu me poses les questions que j'essaie de ne pas me poser au quotidien. Ah, bah c'est pour ça que j'existe avec mon podcast. Bravo. Mais je crois que c'est un peu lié, le fait que j'ai pas d'enfant et le fait que je sois assez pessimiste de nature aussi. C'est probablement lié. Si j'en avais un, je sais pas si ça changerait vraiment ma vision des choses. En fait, j'ai l'impression que si on veut pas sombrer dans le pessimisme, il faut aussi raccourcir un peu sa longueur de vue, c'est-à-dire se concentrer sur les choses sur lesquelles on a de l'influence, sur lesquelles on peut agir, et essayer de segmenter, c'est-à-dire de faire les choses petit à petit à son échelle, quoi. J'imagine que quand on a un enfant, on a l'impression que ça fait sens parce qu'on lui donne une certaine éducation, on lui inculque certaines valeurs qui, pour nous, font avancer les choses dans le bon sens. On espère en faire une personne qui ne va pas aggraver la situation générale, quoi. J'imagine que c'est ça le projet. Mais il faut avoir quand même une certaine foi dans l'avenir. Dans l'avenir, ouais. Alors, sans trahir un secret, on se retrouve aujourd'hui dans une bibliothèque. Et nous sommes au tout début de l'année 2025, même si l'épisode va sans doute passer un peu plus tard dans l'année. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois. Faire des vœux pour toi. Si on doit faire un vœu pour toi, ça serait lequel? Faire un vœu pour moi, ce serait que je continue à faire ce qui me chante. Que j'arrive à continuer à tenir cette ligne-là. On pourrait me souhaiter de belles lectures aussi. Là, il y a la rentrée littéraire de janvier, donc il y a pas mal de livres que j'attends aussi. Je me frotte les mains. Là, il y a un nouveau livre de Jean Echenoz qui paraît aujourd'hui. Donc ça, c'est des sources de réjouissance, quoi, pour moi. Et puis, j'ai quelques petits projets en cours. Là, par exemple, je m'apprête à partir à Pau pour mener une enquête très sérieuse sur la disparition mystérieuse des lettres U sur les devantures des enseignes de boutiques du centre-ville. Ah oui. Ça fait depuis 3 ans que le soir, un mystérieux voleur s'amuse à retirer des lettres U. C'est devenu la psychose à Pau. Tous les commerçants arrivent le matin en croisant les doigts pour que le U de leur commerce n'ait pas disparu. Et là, les cas se multiplient en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais mener l'enquête parce que c'est quand même une affaire... Ah oui, c'est une histoire qui n'existe pas parce que c'est pas Pau sans U, ça fait pas. Oui, c'est pas de Pau. Ouais. C'est pas de Pau. Voilà. Ouais. Et ben écoute, on te souhaite une très bonne année 2025. On te remercie merci à toi. D'avoir accepté, d'être le témoin de ce podcast, le premier témoin de 2025, même s'il y en a d'autres qui vont être diffusés avant toi. Et ben on te dit merde pour la suite. Merci. Et n'oublie pas, le bonheur c'est les autres. Merci Gérard.